En fait, ce sujet est à la confluence de plusieurs de mes centres d'intérêt. Premier centre d'intérêt, ce sont les réseaux militants, soit les réseaux libertaires, soit les réseaux léninistes au sens large, dans la mesure où mes objets d'étude sont le communisme d'une part et l'anarchisme d'autre part. Et cette étude des réseaux m'a amené à voir les modalités d'action. Modalités d'action qui vont être fort différentes en fonction des sensibilités de chacun de ces différents groupes. Et à partir de ce moment-là, je me suis interrogé sur les nouvelles modalités d'action, puisqu'on sort plus ou moins des champs traditionnels, même si on peut voir des mouvements sur le temps long, des champs traditionnels qui permettent d'analyser justement ces réseaux militants et cette action militante. Alors, il s'agit d'une enquête, il ne s'agit pas d'une prise de parti. Je n'ai pas d'avis ni de préjugés dans un sens ou dans l'autre. C'était comprendre quelles pouvaient être les motivations des militants anti-OGM, des militants anti-nanotechnologie et des militants anti-antenne relais. En sachant qu'il y a parfois des arrière-pensées idéologiques chez un certain nombre de personnes, dans la mesure où vous voyez se greffer sur des inquiétudes citoyennes, des idéologies ou des comètes idéologiques qui viennent se distiller derrière des mouvements citoyens, on va dire. Là encore, ce n'est pas forcément une reconversion, parce que la critique de la société industrielle, notamment dans les milieux libertaires, elle existe depuis le 19e siècle. Donc on ne va pas dire que c'est une reconversion, parce que c'est une tradition. C'est-à-dire qu'avec la naissance de la société industrielle au 19e siècle, vous avez eu tout ce qu'on a appelé les briseurs de machines, ce qui en Angleterre s'appelait les ludistes. En France, on a appelé ça les néoludistes ou le syndicalisme d'action directe, dont toute une partie cherchait à détruire l'objet de production pour stopper l'exploitation des masses prolétaires ou des masses ouvrières. Et à partir de ce moment-là, ce courant anti-industriel s'est perpétué. Se greffe dessus une deuxième chose, c'est que toute la contestation libertaire va voir dans l'industrialisation de la société, puis dans le développement des nouvelles technologies, à la fois un sentiment de libération, mais pour certains, un sentiment d'oppression. C'est sur le modèle orwellien, une technologie moderne peut être le développement d'une société totalitaire. C'est très intéressant parce que c'est une lecture anti-totalitaire qui les amène à condamner ces technosciences, on va dire. Toute une part, par exemple, le groupe Oblomov ou Pièces et main-d'œuvre se situent dans cette tradition-là de contestation de la société et de vision d'un projet totalitaire qui n'existe pas forcément, mais qui les inquiète particulièrement. Ça, c'est la première chose. Deuxième courant, à l'opposé, le courant, on va dire, léniniste, ou ce qui reste du léninisme, ou des anciens léninistes, qui va, à l'inverse, se situer dans l'accaparement, on va dire, de cette tradition de contestation de la société industrielle. Puisqu'on sait que le courant léniniste, qui va du PCF à toute l'extrême gauche, a été pendant très longtemps très industrialiste, en portant la classe ouvrière comme moteur de l'histoire. Et ce moteur de l'histoire devait conquérir la société industrielle pour la renverser de l'ordre bourgeois. Mais là, on n'est pas du tout dans le modèle industriel tirant à son fin. C'est une volonté de s'adapter à des nouvelles inquiétudes citoyennes, de capter ces inquiétudes citoyennes pour essayer de développer un avenir radieux, meilleur, dont on ne sait pas exactement quel il sera, mais c'est un retournement, si vous voulez. La posture écologique de ces mouvements léninistes, dans la majorité des cas, est tout à fait nouvelle. Les centres d'intérêt n'étaient pas du tout cela il y a ne serait-ce qu'une quinzaine d'années. Donc c'est une relecture et un repositionnement qui est lié à la fin du modèle soviétique et qui donc oblige non pas à abandonner la classe ouvrière comme moteur de l'histoire, mais à repenser l'histoire selon les nouvelles formes de la société contemporaine. Donc ça, c'est les deux ensembles qui se superposent. À ces deux ensembles
ensemble qui se superposent. Il faut bien voir qu'il y a d'autres problèmes qui sont générés par la société post-industrielle, qui sont les inquiétudes citoyennes qui peuvent exister tant sur la nourriture, enfin, le problème des OGM, parce qu'il y a, semble-t-il, des problèmes de différents ordres que posent les OGM. Deuxième chose, parce que les antennes relais, pour prendre cet autre exemple, posent des problèmes notamment dans des problèmes d'ordre scientifique. On ne sait pas quel est l'impact des antennes relais et des téléphones portables réellement sur les enfants notamment. Donc il y a un certain nombre d'endroits où des antennes relais ont été posées à la sortie, enfin sur les écoles, et ça génère chez ces citoyens des inquiétudes. Et troisième série d'inquiétudes, donc celle que j'évoquais, le courant anti-industriel qui rejette assez violemment et assez virulemment toute cette question toute cette hyper-technologie qui, c'est vrai, peut être inquiétante dans certains aspects, parce qu'on peut estimer qu'une puce va servir à tout faire et à tout contrôler, et il y a cette inquiétude qui existe. Donc vous avez la conjonction de ces trois facteurs qui expliquent ces mécanismes de défiance vis-à-vis de la société industrielle, avec deux courants vraiment qui initialement sont distincts. Un courant qui, de toute manière, par définition, va proclamer plutôt une libération individuelle des gens, tout en se méfiant de tout ce qui peut être nouvelle technologie, et un autre courant qui essaye de recycler une ancienne idéologie qui a été au pouvoir, il ne faut pas l'oublier, et qui ne sait pas comment... qui essaye de s'adapter aux nouvelles formes de contestation sociale. Il y a plusieurs... Alors, il faut faire une petite généalogie, c'est-à-dire que ces courants existaient comme courants idéologiques et politiques depuis le 19e siècle sous des formes ou sous des autres, ou sous une autre. Après, le progrès, la société évolue, progresse. Donc, il y a un premier bouleversement qui est fondamental, qui va prendre en ligne de compte, qui est un événement historique, qui est la chute du mur de Berlin. À partir du moment où il y a la chute du mur de Berlin, ça va libérer un espace politique. C'est-à-dire que le PCF ne sera plus la force dominante à l'extrême gauche, mais va libérer tout un champ d'expression de cette extrême gauche. Ce qui va donner la naissance notamment au mouvement altermondialiste qui avant était incarné par l'internationalisme prolétarien. Donc vous avez cet effondrement. Ça va donner la possibilité à une contre-culture de s'exprimer. Cette contre-culture existait, elle était sous-jacente ou parfois pouvait prendre quelques formes importantes, notamment dans la contestation du nucléaire, mais restait relativement marginale. Les mouvements écologistes, par exemple, qui s'inscrivent dans cette tradition plus ou moins libertaire, étaient relativement marginaux jusque dans les années 1990. À partir des années 90, il y a une transformation. Parce qu'il y a de nouveaux types d'inquiétudes. Et parce qu'on est dans une société beaucoup plus individualiste, donc on fait beaucoup plus attention aux personnes. Donc vous avez cette transformation de la société et transformation des groupes politiques. À partir de ce moment-là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils essayent d'investir des champs qui, au départ, pour les anciens léninistes qui au départ étaient considérés comme plus ou moins marginaux, qui vont devenir importants parce que ça devient des enjeux de société. Et des enjeux où on peut conquérir l'opinion, et alors après, par toute une mise en scène du politique ou toute une tentative de conquête idéologique, là je cite, on va montrer que en fait, la gestion capitaliste de la société produit les OGM ou produit les nanotechnologies, et que cette production montre la véracité de l'opinion, ou de l'idée communiste, pour reprendre des formules célèbres. Donc vous avez cette continuité qui existe. Et parallèlement, donc je maintiens, il y a un deuxième courant, qui est ce courant libertaire, qui a toujours été... Et donc, chute du mur de Berlin, on a une nouvelle donne idéologique et une nouvelle donne politique qui fait que les deux mouvements vont, entre 1991 et, on va dire, les événements de Seattle en 1998, se rencontrer. Et ils se rencontrent sur des bases nouvelles, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent sur un refus commun du système économique mondiale. Et ce refus commun va donc donner lieu à de nouvelles formes de contestation qu'on peut voir soit dans les mouvements anti-OGM, soit dans les mouvements
anti-antenne relais, même si ceux-là sont relativement marginaux dans la mesure où c'est vraiment des associations tout à fait locales de défense de citoyens à l'échelle locale, soit plus marginalement aussi, parce que ce n'est pas la même tradition, dans les mouvements anti-nanotechnologie, en sachant qu'en même temps, ce qui est amusant de noter et paradoxal, c'est que toute cette contestation anti-nanotechnologie va utiliser elle-même les technologies modernes pour se faire connaître. Donc voilà, les deux grands temps forts sont la chute du mur de Berlin et la recomposition avec la mouvance altermondialiste. Il y a des actions illégales. Toujours, tout le problème est de définir ce qu'est la légalité et qui parle de la légalité. Puisque pour ces militants, les faucheurs volontaires ne considèrent pas ils commettent des actions illégales, même si la loi les définit comme illégales, ils ne les considèrent pas comme illégales puisqu'ils considèrent que leur cause est juste. Et donc, ils appliquent à grande échelle, on va dire, le principe de précaution et mettent en application le principe de précaution. Donc, il y a toute une part, alors, qui vient de l'héritage du syndicalisme d'action directe, donc du syndicalisme du XIXe siècle, où ces militants sont prêts à briser les machines ou à faucher volontairement parce qu'ils considèrent que ça va être un moyen de libération. Mais plus globalement, c'est un mouvement qui va jouer maintenant beaucoup plus sur les aspects légaux des principes de précaution pour faire interdire par la loi ou par la pression sociale ces différentes formes de nouvelles technologies. Avec, c'est vrai, par ailleurs, une inquiétude des citoyens qui est grandissante parce qu'on ne sait pas, l'actualité récente le montre encore, on ne sait pas quel peut être le danger et quel n'est pas le danger. Donc il ne s'agit pas de juger, il s'agit vraiment de comprendre quels sont ces types de technologies et de voir comment elles évoluent.